Nicolas Vaca, bonjour, bienvenue sur Grand Angle Crypto. Bonjour, merci de m'inviter. On est honoré de te recevoir. Tu es un des grands cerveaux de Ledger, donc une des sociétés, enfin, pour les gens qui débarquent, qui ne connaîtraient pas, une des plus grandes sociétés françaises crypto dans le monde. Hein. Je pense même une des plus grandes sociétés crypto dans le monde tout court. Et tu es un des cofondateurs. Voilà, c'est ça. Écoute, merci pour tous ces qualificatifs élogieux. Voilà, ouais, je suis un des 8 cofondateurs. Je veux dire, je vais être le dernier cofondateur en activité chez Ledger. Okay. Et je suis arrivé avec du bagage technique venant des cartes à puce. Donc en fait, avec mes deux autres cofondateurs, avec Olivier et Cédric, on a apporté la techno carte à puce chez Ledger. Donc je risque de dire très souvent carte à puce dans cette interview parce que voilà, je milite pour l'ouverture de la carte à puce et que tout le monde en ait une dans sa poche. Et pas Secure Element. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je pourrais expliquer pourquoi un petit peu. Alors après, vas-y, explique-nous pourquoi. Tout de suite là. Ouais, tout de suite. Ok, nickel. Non, en fait, c'est assez compliqué parce que quand on vient de l'industrie de la carte à puce, en fait, quand on dit Secure Element pour quelqu'un de l'industrie de la carte à puce, je redis encore souvent carte à puce, ça veut juste dire carte à puce dans un form factor différent. Parce que le form factor classique qu'on voit dans une carte à puce, c'est la carte qu'on a dans sa poche, donc ça ressemble à une carte bleue en fait. Et quand on dit Secure Element, ça va être le même chip qui va être dans un package. Donc un package, c'est le petit bout de plastique qui va contenir le chip différent. Alors, pour que les gens comprennent, c'est juste la petite partie qui brille dans votre carte de crédit. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc le Secure Element. pour qualifier ce que c'est qu'une carte à puce en particulier, parce que c'est vrai que à part répéter ce mot-là tout le temps, ça va être un microcontrôleur, donc en fait un petit microprocesseur qui va être designé de manière très spécifique pour éviter les attaques physiques. Alors, qu'est-ce que tu appelles attaque physique? Alors, d'habitude, on pense on dit toujours que quand un attaquant a la main sur un ordinateur, c'est-à-dire quand l'attaquant peut mettre les doigts sur un PC, tout est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, les secrets vont être perdus et tout peut être récupéré. La carte à puce est spécifiquement designée pour éviter ce cas d'attaque. Donc un attaquant qui va avoir une carte à puce dans les mains, qui va essayer de l'ouvrir ou qui va essayer de lui faire changer de comportement en utilisant des attaques qui vont être laser, électromagnétiques, etc., que Charles a dû très bien décrire dans un podcast avant moi, l'attaquant ne va pas pouvoir extraire des secrets puisque la carte va soit s'autodétruire. En s'autodétruire, c'est pas du James Bond, elle va pas faire un bruit bizarre avec de la fumée, elle va juste, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, elle a des bûches chiffrées. Donc toute la mémoire est chiffrée, et s'autodétruire, ça veut dire juste effacer sa clé, comme ça, au final, la carte ne contient plus rien. Donc la carte est spécifiquement designée pour éviter ce type d'attaque, avec des contre-mesures qui vont être physiques. Donc on va avoir, par exemple, des détecteurs de lumière à l'intérieur d'une carte à puce. Un détecteur de lumière, ça va être un tout petit objet, alors là, faut se placer au niveau microscopique, qui va détecter, du coup, qu'on va essayer d'appliquer un laser dessus, et qui va déclencher une... D'où le Secure by Design, le slogan de Ledger. C'est vraiment par le design même. C'est vraiment par le design. On a pris en fait quelque chose qui était utilisé par les banques, les gouvernements de tout poil depuis les années 80, et on a décidé de l'ouvrir en disant que plutôt que de mettre les secrets des banques et des opérateurs, ça serait peut-être plus cool de mettre les secrets des utilisateurs à la place. Ça a vraiment été ma marotte que j'ai essayé de creuser depuis une vingtaine d'années. Là, on est en quelle année? Du coup, cette idée d'utiliser la carte à puce pour, comme ça, une utilisation grand public, plus que juste la carte de crédit? Ouais, l'idée, ça m'a trotté dans la tête depuis que j'ai quitté Oberture, donc ma première société, c'est-à-dire depuis 2004. On voit déjà que ça date un petit peu. Donc entre-temps, j'ai itéré sur plusieurs idées qui correspondaient pas à grand-chose. Je me suis dit, j'ai essayé de régler en fait tous les problèmes qu'il y avait à l'utilisation de la carte à puce par le grand public. Donc la première, c'était, il y a besoin d'un lecteur pour utiliser une carte à puce. Je me suis dit, comment on fait pour se débarrasser du lecteur? Donc là, l'idée, ça a été de passer sur des standards un peu plus USB, où au final, on a un objet carte à puce qui va représenter à la fois la carte et le lecteur. Donc form factor très différent, qui ressemble plus à une clé USB. Ça c'était le premier problème. Deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la carte à puce? J'avais quand même Donc comment est-ce qu'on fait pour faire tourner du code sur une carte à puce? La carte à puce, c'est l'objet le plus fermé qu'on a. Les plus ouvertes qui existaient, elles permettaient juste de faire tourner les applications dans un langage qu'on appelle JavaCard, qui ressemble pas à grand chose, parce que JavaCard, on dit que c'est du Java, mais en fait, c'est du Java écrit comme quand on pense de l'assembleur, donc pas vraiment lisible, pas vraiment utilisable, Et donc, j'ai commencé par écrire, en fait, avec mes cofondateurs, écrire des OS, donc des systèmes d'exploitation pour carte à puce. Alors faut pas imaginer Windows, quand on dit un système d'exploitation sur une carte à puce, c'est 54 flash, 2 K de RAM, donc on est un peu serré. Tu vas nous perdre, là. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que tu essaies de faire des choses un peu plus complexes à une carte à puce que juste un message d'entrée et de sortie. C'est ça. En gros. Mais surtout, j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse charger son code dessus. Ça, c'était vraiment une idée fondatrice, je dirais, de ce nouveau
nouvel emploi des cartes à puce, c'est on prend une techno complètement fermée, on l'ouvre, et au final, c'est la logique du logiciel libre, hein, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec une carte à puce. Après, on peut pas tout ouvrir, parce que le design fait que le constructeur veut en garder les parties secrètes, mais mon choix à l'époque, c'était de l'ouvrir le plus possible. Donc là-dessus, j'étais persuadé d'avoir une bonne solution, et étant plus un tech qu'un entrepreneur, c'est-à-dire en fait, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat quand je m'ennuie trop, j'avais le choix entre devenir... Je me suis dit, soit je lance mon propre truc, soit je deviens tueur en série, donc si je reste salarié, donc bon, j'ai trouvé que la deuxième, l'option de me lancer était quand même mieux, même si j'avais rien pour me lancer, vraiment pas de compétences particulières à vendre des choses, à part moi-même. Donc, j'ai cherché, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a cette solution-là ? Donc au départ, je me suis dit, peut-être qu'on va protéger les mots de passe et peut-être que ça va intéresser des gens. Là, je me suis assez rendu compte que ça intéressait personne, parce qu'au final, Jennifer Lawrence se fait voler ses photos, donc on se dit, après tout, pourquoi pas moi ? Ça ne touche vraiment personne. Hein. Donc la protection de mots de passe, si vous voulez vous lancer là-dessus comme business, c'est non, faut pas, c'est très mauvaise idée. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire d'autre après ? Après, pareil, on avait des standards qui sont arrivés pour remplacer ça a entraîné la création d'une boîte. Du coup, c'était OK. Voilà. Qui a échoué, oui, bien sûr, parce que parti comme ça... Il n'y avait pas de marché. Non, il n'y avait pas de marché. Après, j'ai dû réfléchir aussi au second facteur, parce que une fois qu'on continue un petit peu là-dessus, on arrive au second facteur. Je saute quelques itérations, et puis quelques procédés techniques assez bizarres, parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux. Et on en arrive à 2012, où je découvre Bitcoin. Et là, je me dis, au final, j'ai essayé de protéger plein de trucs avant, mais quand on a de l'argent dans la poche, en fait, on est vraiment super énervé quand on a perdu un billet de 10 balles. Donc je me dis, tiens, là, j'ai peut-être un truc qui, un petit peu comme Bitcoin, je pense, a réussi à reprendre des technos existantes et à les monétiser en rajoutant l'incentive. Là, j'ai un bon moyen de trouver j'ai enfin plus exactement trouvé le problème qui correspond à ma solution. Et donc, on a commencé à creuser ça. On a commencé à creuser ça fin 2012. La première démonstration publique, alors c'était pas très public, hein, c'était un groupe de 5-6 personnes sur une table. J'ai montré ça à des potes au Chaos Computer Club à Berlin. Ils me l'ont pété assez rapidement. Donc voilà. Donc pété dans le sens, ils l'ont hacké. Ils l'ont cassé assez rapidement avec une attaque qui était assez créative d'ailleurs. C'était des histoires de coefficients sur les courbes elliptiques. C'est quand même exotique, mais je m'attendais pas à me faire péter comme ça. Donc c'est fun. Et après, après on a itéré là-dessus, donc on a commencé, on s'est dit tiens, on va créer une petite boîte à partir de ça. Donc ça, du coup, l'utilité, c'était 2012, c'était trouver et de stocker la clé privée. Pour moi, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, c'est bon, on a la techno. Ce qui va la faire décoller, c'est de sauvegarder la clé privée des bitcoins. Parce que si on veut que Bitcoin décolle, on veut que Bitcoin décolle, je voyais pas d'autre moyen en fait de mettre la cryptographie dans les mains du grand public, parce que c'est vrai que ça avait jamais vraiment été fait jusqu'à présent. La cryptographie, on la cache d'habitude au grand public. La carte bleue, c'est de la cryptographie, mais on voit pas comment elle fonctionne. Alors que là, on la met vraiment dans la main du grand public avec la gestion de ses clés. Si on n'a pas ces clés, de toute façon, on n'a pas ces bitcoins. Ça, c'est classique. À reprendre la formule, donc. Si on veut simplifier ça, j'ai trouvé que c'était quand même la meilleure techno pour en même temps faire grandir l'écosystème. C'est super intéressant parce que toute cette histoire et d'avoir le background, l'origine du projet et de l'idée, c'est vraiment plus on essaie, plus on a de chances que ça réussisse. Clairement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont dire il est incroyable, il est génial, il a eu une idée. Non, pas du tout. C'est un cheminement. Il faut bien imaginer tous les échecs qui sont là et que comme toute personne, en général, je parle plutôt des trucs qu'on réussit. Parce que mais il y a beaucoup de casseroles derrière. Par jour, j'en ai beaucoup. Je veux dire, je passe quand même beaucoup de temps à coder et les 3/4 du temps, c'est des trucs où je me dis tiens, ça serait pas mal ça, et puis en fait, ça marche pas. Ça a la persévérance et la répétition. Ouais, ça marche. Et du coup, fast forward, on connaît le succès de Ledger. Comme je disais, une des plus grandes sociétés crypto dans le monde. Tout le monde connaît la marque Ledger maintenant. Tu es actuellement à la tête du pôle innovation chez Ledger, si je ne me trompe pas. Quels sont les grands projets ? Sur quoi vous travaillez ? Quelle est la vision de Ledger ? Là, on parlait du passé. Quel est le futur de Ledger ? Là-dessus, alors, l'équipe innovation, elle va réfléchir justement un petit peu sur ce qu'on pourrait faire, mais à plus ou moins court terme. Alors après, aujourd'hui, je peux dire un petit peu sur quoi on réfléchit à plus ou moins court terme, et ma vision perso sur le long terme, mais aussi la vision de la société, bien sûr. Je pense qu'à long terme, nous, ce qui nous intéresse déjà, je vais commencer à être dans le très large et puis ensuite à réduire, c'est à rendre les cryptos de plus en plus faciles à utiliser par tout le monde dans un environnement sécurisé. Donc ça, déjà, une fois qu'on a dit ça, on peut voir que le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est de l'UX, en fait, c'est de l'expérience utilisateur. Parce que la crypto, ça reste très compliqué.
On a des adresses qui ressemblent pas à grand-chose, on comprend pas ce que c'est qu'une transaction, et il faut bien voir que les scammers vont s'engouffrer dans toutes les brèches qu'on peut avoir. Donc dire qu'on est en self-custody, c'est très bien, mais du coup, quand on a un problème, on sait pas... on n'a personne, en fait. On a personne, on peut se tourner vers personne quand on a ces problèmes-là. C'est un avantage et un inconvénient. Voilà, c'est un avantage et un inconvénient, complètement. Donc là-dessus, on va travailler sur de l'UX pour améliorer l'UX le plus possible. Donc ça veut dire créer des nouveaux devices qui vont rendre cette UX beaucoup plus simple. Donc ça veut dire typiquement des plus grands écrans, éventuellement des présentations différentes de services. Et j'ai envie de dire, à terme, ça serait de réussir à virtualiser ce qu'on fait dans des téléphones, ou en tout cas dans des objets qui sont dans la poche de tout le monde. On en discutait avec Charles, du coup, justement, c'était d'avoir du coup un élément, un secure element ou une carte à puce, du coup, dans notre smartphone. Voilà, mais ça, on l'a déjà. Okay. Alors, parce que déjà, c'est la carte SIM, si on se place du point de vue, je dirais, des très vieux téléphones. Mais surtout, le gros problème qu'on a là-dedans, c'est que c'est très compliqué à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste, en fait, une carte à puce qu'on veut, on veut aussi un écran sécurisé, donc on veut un affichage sécurisé qui est lié à la carte à puce, et des entrées-sorties, des entrées utilisateurs, donc la validation de la transaction qui va aussi être sécurisée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, on a besoin d'un écran sécurisé et pas juste l'élément, la clé privée est sécurisée, c'est suffisant. Non, pourquoi on a aussi besoin, et c'était un des grands problèmes avec le Nano X, de développer le Nano X, et vous avez breveté... Nano S, Nano X. Exactement, c'est d'avoir aussi un affichage sécurisé. Quelle est la problématique ? On a besoin d'un écran sécurisé parce que sinon, encore une fois, les pirates, en tout cas, les utilisateurs malveillants vont essayer de s'engouffrer dans toutes les brèches qu'ils peuvent trouver. Alors, je veux dire, le premier niveau de malware qu'on a aujourd'hui, ça va être des malwares qui essayent de voler les clés privées sur les utilisateurs, sur les PC des gens. Mais le deuxième niveau de malware, ça pourrait être des malwares qui font signer à l'utilisateur quelque chose qu'il n'est pas censé signer. Donc, par exemple, des malwares qui vont permuter une adresse au vol, des malwares qui vont permuter un smart contract, ce que fait un smart contract au vol, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de savoir ce que va faire un smart contract. Donc, du coup, pour ça, il faut avoir un élément de vérité qui ne peut pas être altéré, et le seul moyen d'avoir ça, c'est de connecter son écran directement au physique, en fait, à l'élément physique qui va faire le traitement de la transaction, qui est la carte à puce. Ouais, l'élément, c'est que là, on va pas essayer de copier ta signature, mais on va juste faire signer un papier en dessous de celui que tu es en train de signer. Complètement. Et du coup, c'est complètement. On te siphonne tes cryptos. Voilà. Et donc, la complexité de sortir ça dans un téléphone, c'est qu'en fait, ça met des contraintes physiques sur la construction du téléphone qui sont très différentes de ce qu'un constructeur veut faire. Parce que relier un écran directement à une carte à puce, ça veut dire faire des compromis sur plein de choses sur lesquelles, d'habitude, un constructeur de téléphone ne veut pas faire de compromis. Les performances, le power management, donc toute la gestion de la batterie. Et on peut même dire, si on commence à réfléchir à toutes les attaques possibles, à un moment, on peut imaginer qu'un malware duplique l'affichage sécurisé, en tout cas, essaye de le dupliquer. Et donc là, on se dit, il faut avoir une diode, ou en tout cas, il faut avoir quelque chose à l'extérieur du téléphone qui va s'allumer pour montrer qu'on est en affichage sécurisé. Et quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'on construit un téléphone sur lequel on met vraiment des contraintes sécuritaires qui vont être inutiles pour le commun des mortels. Ou alors on dit, on est dans un monde où tout le monde a de la crypto et tout le monde veut la protéger au max. Dans ce cas-là, on commence à réfléchir... Ce qui sera le cas, mais pas forcément actuellement. Voilà. Et on va pas, en tout cas, convaincre aujourd'hui un constructeur de mobile de se lancer dans toutes ces modifications pour réussir à le faire. Donc nous, notre objectif, c'est de les y amener. Mais après, ça va prendre du temps. Donc ça, c'était sur la partie, j'ai envie de dire, hardware. Sur la partie service, ce que j'ai en tête, alors ça, c'est idée perso, je pense qu'on a probablement vocation à se transformer de plus en plus en abonnements qui vont permettre d'envoyer des signaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle signaux ? C'est pas des signaux de trading, parce que sinon ça serait quand même un petit peu bizarre. Je pense plus des aides à la décentralisation. Donc un utilisateur, dans le futur en tout cas, et dans la vision que j'espère, aurait un nœud chez lui, ou son nœud plus exactement serait dans sa boîte internet, parce qu'une boîte internet ça fait plein de trucs, donc ça peut aussi être un nœud. Parce qu'aujourd'hui les nœuds sont de plus en plus faciles à synchroniser. Mais quand on regarde, par exemple, si on regarde l'état de Bitcoin, gérer un nœud Lightning, aujourd'hui, c'est pas simple. Il faut faire des optimisations de route, il faut faire des choses pour réussir à déjà en tirer profit et ensuite faire en sorte que le réseau reste bien décentralisé. Donc, là où on pourrait agir, nous, c'est qu'on pourrait, par exemple, aider les utilisateurs et dire, OK, vous déléguez une partie de votre management, en tout cas, on vous envoie des signaux pour vous dire, tiens, ça serait bien un moment d'agir à ce moment-là, et l'utilisateur agit. Alors, un autre exemple assez visuel de ça, c'est par exemple,
un utilisateur a envie d'avoir du yield sur des stablecoins, on pourrait lui dire, ok, mais ce protocole-là, il est pas mal, donc typiquement Encore, parce que c'est vrai qu'Encore avec 20% était pas mal, mais on a aussi un signal qui lui dit, ah bah là, tiens, on vient de voir que la TVL d'Encore a bougé d'une manière complètement inattendue, ça serait peut-être bien aussi une bonne idée de retirer ces cryptos. Donc, je vois plus un avenir, en tout cas, où les services qu'on fournit deviendraient des services d'aide à bien décentraliser. À la navigation dans l'univers des cryptos. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez une réflexion sur l'identité numérique ? Ouais, on va réfléchir, enfin moi personnellement, voilà, je réfléchis déjà à l'identité numérique par le prisme en fait de la régulation, parce que ma vision de la chose, hein, c'est de dire aujourd'hui l'identité numérique, on peut la regarder de plein de façons. Bon, de la façon la plus simple, hein, ça va être une clé, donc on peut dire qu'une clé c'est déjà une identité. À partir de là, on protège des clés, donc on peut tirer plein de choses différentes. Par contre, la régulation va sans doute nous amener à réfléchir de plus en plus à des problématiques de KYC. Alors, les problématiques de KYC, nous, elles ne vont pas nous concerner directement, mais on peut quand même réfléchir à comment on va améliorer l'écosystème. Parce que dans un monde où on a plus de KYC, on a plusieurs scénarios. On a le premier scénario qui est le scénario apocalyptique, où en fait, on fait sa KYC full pour faire n'importe quoi, et au final, on crée des honeypots de données chez tout le monde, et on se retrouve avec des données perso disséminées aux quatre vents. 1984, quoi. Voilà, et c'est pas terrible. Enfin, en plus, d'un point de vue sécurité, c'est pas terrible, ou un monde qui est déjà beaucoup plus intéressant, où on fait sa KYC une fois chez quelqu'un, et ensuite on va émettre des preuves cryptographiques disant j'ai fait ma KYC dans cet endroit-là, ces preuves cryptographiques peuvent être reconnues par d'autres personnes, et au final il y a une autorité, quelque part, qui va être capable de lever un voile sur ces preuves cryptographiques si jamais il s'est passé quelque chose qui va nécessiter une enquête, mais en attendant, ces preuves ne vont pas être divulguées nulle part. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, on préfère ne pas avoir de KYC. Dans un monde où les régulateurs vont de toute façon forcer les entrées et les sorties à avoir de la KYC, ça, je pense que c'est difficile de faire une croix là-dessus, à moins de rester dans un mode complètement peer-to-peer, qui certes est intéressant, mais va quand même nous couper d'une grande partie de la population. Je préfère avoir un choix où cette KYC est beaucoup plus orientée sur un mode cryptographique, où au final, les informations données par l'utilisateur sont limitées au possible, et surtout, le partage de ces informations est extrêmement limité. Alors, si on pousse le raisonnement encore plus loin, on peut dire, avec les techniques cryptographiques modernes qui commencent à arriver, et puis dont on reparlera peut-être un peu plus tard, justement, des preuves à zéro connaissance, on peut imaginer qu'à un moment, on fait sa KYC, que sur sa KYC, on a une information sur sa nationalité. Cette information, en fait, n'est partagée à personne, à part avec l'utilisateur. L'utilisateur peut créer lui-même une preuve de nationalité d'un certain type, c'est-à-dire, en fait, la KYC va dire « Ok, tu es français », mais l'utilisateur peut générer une preuve de « Je suis non-américain », par exemple. Et le seul élément qui sera fourni à l'exchange, c'est cette preuve de non-américanisme pour pouvoir investir quelque part. Concrètement, comment ça va se passer ? Par exemple, dans un futur proche, du coup, tu auras l'État français, à la place de me donner un passeport papier et une carte d'identité, me donnera du coup une clé. Alors déjà, je pense pas que ça sera nécessairement fait par l'État. Je pense qu'on aura plus des organismes qui permettront de faire des validations de documents officiels, comme on l'a vu, comme on peut les avoir aujourd'hui. Parce que du coup, tu as une problématique de sécurité sur cette base de données qui est considérable, parce que si tu as accès à ces informations-là, c'est comme si tu avais au final accès à une copie de toutes les cartes d'identité et de tous les passeports. Au final, l'État fait ça. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui font du contrôle de KYC, je vais prendre les Zoom, les gens comme ça, de toute façon, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient que le document est authentique, par des moyens qui sont plus ou moins propriétaires. Ils vont vérifier que les personnes ne sont pas inscrites sur des listes de sanctions. Enfin, ils vont faire des trucs très très simples. Ils vont pas conserver ces données, voilà. Et ensuite, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent OK, pas OK. Voilà. La différence vers des systèmes comme ça, c'est que ces gens existent toujours. Ils existeront juste à l'intérieur d'un protocole. Le protocole garantira effectivement que les documents ne sont pas conservés. Et qu'en échange des documents, ce qu'on reçoit, c'est des coups de tampon disant OK, chaque partie du document a été vérifiée, validée par une personne, mais ces coups de tampon appartiennent au final à l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur va stocker une copie tamponnée de son passeport, donc qu'il a déjà. Donc au final, tout ce qu'il a, c'est une version. Donc au lieu de conserver mon passeport papier à la maison, j'aurai une clé Ledger avec mon identité numérique dessus. En tout cas, je pense qu'on gardera les deux quand même pendant un moment, mais que l'avantage d'avoir une clé Ledger avec son identité numérique, c'est que ça permettra d'accéder à des services de manière beaucoup plus simple, et surtout en dévoilant beaucoup moins. On va reprendre l'exemple. Ça ne sera pas un KYC, ça sera un KYC au final où je divulgue seulement certaines informations, une preuve, sans jamais dire que je suis Guillaume Gollard. Tout à fait. Ouais.
Bah, c'est l'exemple typique de la boîte de nuit. Hein. Voilà, si aujourd'hui on veut dire, enfin de la boîte de nuit, plutôt dans les pays où on fait des contrôles d'âge, parce que je pense que chez nous on a abandonné ça depuis un moment, plutôt que de dire, voilà, regardez mon passeport, j'ai 18 ans, bah ça sera, je te donne une preuve cryptographique montrant que quelqu'un a validé que j'avais bien 18 ans, et ça suffit en fait comme identité. Ouais. Donc je ne divulgue que ce que je veux divulguer. Ok. Et donc c'est une des grandes visions de Ledger. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec certaines institutions, certains organismes qui réfléchissent à ça? Enfin, est-ce qu'il y a des interactions entre Ledger et ces entités on a toujours eu une approche qui est beaucoup plus pragmatique, je dirais, et d'aller attaquer les problèmes là où ils sont. Donc aujourd'hui, les problèmes, on les a sur les différents exchanges crypto, puisqu'on n'a pas envie de refaire sa KYC, on n'a pas envie de refaire sa KYC sur X exchanges différents quand on va sur un exchange. Donc c'est plus notre façon d'aborder le problème. Et je pense d'ailleurs que tout ce qu'on fait dans la crypto en monnaie cette fois-ci va pouvoir influencer le monde classique, mais dans ce sens-là en fait. Dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient du coup arriver ces technologies comme une dystopie, genre au final du KYC partout, de pouvoir tracer n'importe quelle transaction, n'importe quel message, n'importe quelle opération sur cette nouvelle univers numérique. Alors qu'au final, non, pas forcément. Ça pourrait être ce genre de preuve, c'est zéro knowledge proof. Bah, tout à fait. L'idée, c'est de dire que de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Encore une fois, ces KYC existent déjà dans le système financier classique. Aujourd'hui, quand on fait une transaction avec une carte bancaire, on est tracé, on est pisté, on sait exactement ce qui va se passer. La vision que j'ai, c'est plus de dire, avec ce qu'on a fait en crypto-monnaie, où justement on peut tester des nouveaux protocoles cryptographiques qui n'ont absolument rien à voir en matière d'âge, avec les protocoles qu'on utilise dans les fintech traditionnels, qui sont beaucoup, beaucoup plus anciens, on va pouvoir quelque part, ensuite, en faire profiter, ces sociétés traditionnelles. Donc on n'a pas de raison, nous, de s'adapter à l'ancien monde, on a plus de raisons de pousser l'ancien monde à s'adapter à nous, sur ce point de vue-là. Et là, on n'est pas du tout comme certaines personnes qui critiquent ces nouvelles technologies sur l'anonymat, mais c'est vraiment du pseudonymat. C'est du pseudonymat qu'on a amené cette fois-ci à des preuves, au grand public, à des preuves génériques qu'on pourrait de plus en plus pousser pour des choses différentes. Donc ça peut être pour des documents, ça peut être comme on disait tout à l'heure, un exemple de l'âge de la personne, la nationalité de la personne, mais toujours en dévoilant le moins d'informations possible. Comment tu vois la différence, la réflexion que vous avez chez Ledger par rapport à l'open source? Je sais que Trezor, par exemple, pousse vachement du coup les concurrents, un de vos principaux concurrents, à l'open source, parfois même à pousser leurs utilisateurs à faire eux-mêmes leurs devices, etc. On a vu Jack Dorsey récemment aussi annoncer, avec Square, si je ne me trompe pas, la volonté de développer un hardware wallet grand public où tout sera ouvert, tout sera accessible, etc. Ledger, on a eu Pascal Gauthier à Biarritz l'année dernière. Lui, c'était un choix de la société. Comment tu te positionnes là-dessus? Pour moi, quelle était la réflexion? L'open source, c'est absolument critique. Enfin, nous, je veux dire, notre but, ça a toujours été de rendre la carte à puce le plus open source possible. Et c'est là où la phrase est importante, le plus open source possible. Ça veut dire, on prend la techno qui, pour moi, de manière pragmatique, est la techno la plus à même de convenir à ce qu'on veut faire. Donc là, en l'occurrence, on veut quelque chose qui protège nos secrets contre des attaquants physiques, donc on doit prendre une carte à puce, il n'y a juste pas d'autre choix. Je sais que ça fait toujours un peu bizarre de dire ça, mais c'est aussi pour ça qu'on a monté le donjon. Je veux dire, le donjon est là pour vous démontrer de manière régulière qu'il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, si on veut un dispositif qui résiste aux attaquants physiques, il faut une carte à puce. Bon, ça on ne l'a pas inventé, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis les années 80, donc entre-temps, il y a tout le monde qui a eu le temps de démontrer ça. Donc, une fois qu'on a admis ça, ok, on veut tourner sur une carte à puce, maintenant, on veut faire de l'open source. On va se rendre compte qu'on ne peut pas faire de l'open source à 100% sur une carte à puce. Ce qui est dommage, certes, mais après, je dirais, quelle est l'approche la plus pragmatique quand on réalise ça? Est-ce que c'est prendre cette carte à puce qui donc va nous garantir une sécurité maximale éprouvée depuis les années 80 et être le plus open source possible, ou essayer de recréer ça sur un device open source qui va de toute façon se faire péter par un attaquant spécialisé en moins d'une minute. Donc là, tu as vraiment un compromis à trouver entre l'ouverture et la sécurité. Il y a un compromis à faire. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir quelque chose qui est extrêmement sécurisé et qui a été fermé jusqu'à ce qu'on le fasse. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, Ledger, c'est quand même la seule société dans le monde qui permet d'exécuter son propre code sur une carte à puce, son propre code natif sur une carte à puce. Ça, j'ai tendance à dire que c'est la chose dont je suis le plus fier en tant que geek sécuritaire. Je veux dire, c'est super qu'on ait autant d'utilisateurs qui soient capables de faire ça. Donc, on a cette approche, ou l'autre approche, c'est d'essayer quelque part, j'ai envie de dire, de réinventer la roue, mais dans une solution où le hardware ne va pas aider, en fait. Donc, quand on est dans une carte à puce, le hardware
aide à la sécurité. Quand on est sur un autre chip, le hardware, en fait, se bat contre la sécurité. Puisqu'on peut essayer de corriger tous les trous du chip, au final, le chip est toujours troué. Donc c'est classique, quand on essaie de construire sa maison sur du sable, on peut essayer de construire une super belle maison, mais au final, elle va quand même s'effondrer. Ok. Voilà. Vous êtes des magiciens, hein, toi, Charles Guimet, etc. Vous êtes des techos, on vous écoute. Alors on traîne là-dedans depuis quand même très longtemps. Ouais, Moi, mais donc, du coup, très content. On vous écoute de manière très humble et voilà, on a beaucoup de mal à creuser, à avoir le vrai du faux. Et par exemple, je voulais t'amener sur par exemple, le multi-party le computation, le MPC. Et on avait du coup Auriel Ohaillon il y a quelques temps sur notre chaîne. Dans un nouveau wallet, du coup, Zengo, qui se base sur les MPC, sur la biométrie. Voilà, je l'écoutais. Maintenant, j'aimerais bien t'écouter, toi. Comme je disais, vous êtes des magiciens très techniques et je voulais avoir aussi ton son de cloche parce que c'est pas une solution que vous avez encore implémentée chez Ledger. Tout à fait. Et voilà, où vous en êtes et qu'est-ce que tu penses? Parce que ce genre de solution, par exemple, qui se base sur la biométrie au lieu de se baser sur les 24 mots, clairement, ça va venir aider l'expérience utilisateur, UX. Donc voilà, où est-ce que vous en êtes Alors déjà, je vais juste revenir super rapidement sur le côté magicien. J'aime pas ça, parce que quand je te dis, voilà, on essaye d'être le plus open source possible, l'idée, justement, c'est que tu puisses creuser et que tu puisses reproduire ce qu'on a fait. Donc moi, tout ce que je demande à tout le monde, c'est s'il vous plaît, reproduisez ce qu'on a fait et essayez très fort. Le grand public va avoir du mal à comprendre des attaques électromagnétiques ou les choses comme ça. C'est le Seigneur des Anneaux. On a même fait des vidéos pour les expliquer. Je pense que nos vidéos sont super didactiques. Donc si ça peut donner, en tout cas, envie à des gens d'essayer, moi je dis juste essayer. Alors voilà, ça c'était pour la parenthèse, désolé. Maintenant pour le MPC. Je pense que c'est une techno qui est super intéressante, mais où encore une fois... Est-ce que tu peux juste du coup l'expliquer avec tes propres mots, si tu veux l'expliquer à ma mère qui nous regarde? Qu'est-ce que c'est le MPC? De manière générique, alors ce qu'on va faire, le multi-party computation, l'idée c'est de dire on va avoir plusieurs machines qui vont faire une partie de calcul, et ensuite cette partie de calcul, on va être capable de prouver que personne n'a triché. Donc en gros, on a un calcul plus ou moins complexe, on veut le répartir sur plusieurs personnes, soit parce qu'il est vraiment complexe et qu'on veut le couper en morceaux, soit parce que on a envie d'avoir des propriétés de sécurité différentes, et au final, on va dire personne ne triche. Après, ce qu'on va pouvoir faire à partir de la techno générique du MPC, justement, on va pouvoir faire de la signature distribuée, enfin, la signature à seuil, donc disant, on va avoir une signature qui correspondait à une clé, on va couper la clé en 3, et avec les 3 éléments de signature, on va être capable de recréer la signature comme si on avait la même clé dans la main. Alors, c'est une techno qui c'est déjà, ce sont des technos mathématiques qui sont, des algos mathématiques qui sont assez récents. Le côté intéressant de cette techno, effectivement, ça permet de partager sa clé, mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face là-dessus, et c'est toujours très important d'avoir du hardware, parce qu'au final, on manipule toujours des secrets, même si le secret il est coupé en petits morceaux, on manipule toujours des secrets, et le seul moyen d'éviter qu'on ait une interception de ce secret, c'est d'avoir du hardware qui va bien. Donc moi j'ai envie de dire, le MPC dans des cartes à puce, ça me paraît être une très bonne idée, en tout cas dans du hardware sécurisé, ça me paraît être une très bonne idée, puisque ça permet... nous, si je vois ça d'un point de vue utilisateur, par exemple, imaginons qu'on fasse du MPC entre différents device ledger. Ça nous permettrait d'avoir du multisignature qui est indépendant de la chaîne. C'est quand même assez puissant comme idée. Parce que l'idée, c'est de dire, plutôt que de faire de la multisignature on-chain, on ferait de la multisignature entre plusieurs devices, et toute cette multisignature serait off-chain, donc aucun coût supplémentaire pour l'utilisateur. Quelque chose qu'on peut regarder d'ailleurs. Si on fait du MPC avec différents hardware... Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, un multisig, les 3 signataires interagissent avec la chaîne agrège les 3 signatures et vérifie que c'est correct. Quand on est sur une multisignature classique, on va avoir beaucoup plus de consommation de ressources, que ce soit sur alors que le MPC Bitcoin, se fait off-chain, ça se rassemble les 3 et il y a une seule transaction qui vient sur la chaîne. C'est ça. À la fin, la chaîne voit la transaction comme si elle venait d'une clé unique. Donc, sur la partie, comme je disais, sur la partie utilisateur, ça peut nous permettre de faire donc du multisig super efficace. Sur la partie, je dirais, imaginons, on prend du hardware, on n'a pas tout à fait confiance dans ce hardware. L'idée de prendre du MPC comme ça, c'est que ça va permettre de limiter, de limiter les risques. C'est-à-dire, si on a 3 hardware, on dit, ok, les 3 hardware ont l'air très sécurisés, mais au final, on n'est pas complètement sûr. Plutôt que de faire de la multisig avec 3 hardware identiques et de mettre tous ces œufs dans le même panier, parce que si on a une faille physique, les 3 tombent. Avec du MPC, au moins, on limite ce problème. Donc,
pour en revenir maintenant à la question initiale, désolé, j'ai fait une petite parenthèse, mon grand problème aujourd'hui avec des wallets qui vont utiliser de la MPC sur des téléphones, par exemple, en disant « Ok, voici un wallet MPC c'est que l'attaque, elle va pas se faire sur le protocole. Parce que d'ailleurs, elle peut se faire sur le protocole, parce que les protocoles MPC, comme je disais, ils sont jeunes, donc il y en a beaucoup qui sont implémentés avec des failles. D'ailleurs, assez régulièrement, il y a des failles qui arrivent. Mais là, surtout, d'une manière générale, l'attaque, pourquoi elle se ferait sur le protocole ? Les attaquants, ils vont attaquer ce qu'il y a de plus simple. L'attaque, elle va se faire sur le point de contrôle. Aujourd'hui, le point de contrôle pour dire je signe, avec de la biométrique, n'importe quoi, c'est le téléphone. Donc même si derrière on fait un MPC entre, je veux dire, le téléphone, Google Cloud, les serveurs de je ne sais pas qui et encore une autre personne, c'est pas grave, parce que la personne qui a donné l'autorisation, c'est le téléphone. Je veux dire, on n'est pas sur du multi-device. Donc si le téléphone est totalement compromis, on peut avoir n'importe quoi derrière, je veux dire, c'est le point d'autorisation qui va se faire compromettre. MPC, oui, mais c'est le support. En fait, voilà. Du coup, d'implémenter du MPC avec des clés Ledger, ça serait tout à fait possible. Ah oui, ce serait tout à fait possible. Alors pourquoi vous le faites pas ? Parce que voilà, on va y aller. On va y aller doucement. On a des grosses contraintes, je veux dire, au niveau de la taille mémoire et de la performance. Aujourd'hui, on s'est pas encore placé dans une logique où on a envie de faire de la multisignature multi-chaîne, je veux dire, pour tous les utilisateurs. Peut-être qu'on va le faire. Mais en tout cas, ça serait une approche très intéressante. Donc moi, je vois bien le MPC pour ça. Le MPC en mode grand public, etc., ça permet de se débarrasser. Alors aussi, ça, le gros problème des solutions, on va dire, on se débarrasse des 24 mots. Moi, je dis, oui, c'est bien pour l'UX, mais par contre, c'est catastrophique pour l'interopérabilité. Se débarrasser des 24 mots, c'est aussi beaucoup sur se baser sur la biométrie, du coup. Alors, aussi. Ça peut être un moyen, mais ça, déjà, c'est quand même... En fait, ce qui est là où il faut bien réfléchir, c'est que la biométrie comme contrôle, la biométrie comme entropie, c'est une très très mauvaise idée, parce que bon, forcément, on est sur des empreintes. Rappelle-nous aussi l'entropie. Ouais. C'est la qualité du hasard. Voilà, donc on va pas utiliser une empreinte pour mesurer la qualité de son hasard. Donc qualité du hasard, c'est en gros, est-ce que mon dé est pipé ? Voilà, est-ce que mon dé est pipé ? Ouais. Merci de me trouver des images qui sont plus parlantes que les miennes. Est-ce que tu as autant de chances d'avoir les 6 chiffres de ton dé, quoi ? C'est ça, voilà. Sur l'entropie. Et si c'est une probabilité parfaite de tomber sur les 6 faces, ton entropie est bonne, si je puis dire. Et c'est un peu là la problématique quand tu génères une clé privée sur ta ledger, c'est qu'on sait qu'il y a autant de combinaisons possibles que d'atomes dans l'univers, mais en gros, si l'entropie est mauvaise, en gros, tu prends que les atomes de la pièce. C'est ça. Donc, alors, juste pour cette partie-là, j'ai envie de dire, donc la biométrie, il faut bien réfléchir dans son utilisation. Moi, le problème que je vois aussi, juste à dire, on se passe des 24 mots, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut avoir, effectivement, d'autre que les 24 mots ? Mais aujourd'hui, l'énorme avantage des 24 mots, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça veut dire, j'ai un problème avec mon ledger, et par exemple, aujourd'hui, je veux dire, typiquement, j'avais des assets qui étaient lockés dans un protocole. Mon ledger est mort parce que mon chien l'a mangé pour n'importe quelle raison. Au final, si je ne bouge pas ces assets, je perds 2 millions. C'est quand même bien de dire on peut prendre un autre wallet et puis au final on peut exécuter sa transaction en rentrant ces 24 mots. Parce que même si c'est moins sécurisé, si on fait attention, on va quand même pas perdre. Je veux dire, on a une chance de limiter ses pertes. Voilà. Donc l'interopérabilité pour moi c'est primordial. Donc trouver des meilleures solutions, c'est très bien, mais j'ai pas envie moi j'ai pas envie de verrouiller les utilisateurs dans un truc. C'est-à-dire notre but, c'est vraiment d'apporter une meilleure UX, mais pas de dire cette UX ne marchera que sur un ledger, parce que ça, c'est quand même extrêmement risqué pour tout le monde. Au niveau expérience utilisateur, est-ce que vous avez réfléchi, et là, je vais sur une zone un petit peu minée, parce que ça s'appelle du non-custodial, mais en gros, le fait de garder sans garder les 24 mots des utilisateurs. Ça veut dire de réussir à... Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui t'expliquent, achète une clé Ledger, envoie tes bitcoins et comme ça, t'es en full contrôle, etc. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds mes 24 mots ? Voilà. Alors, conserve-les, etc. Mais ils ont une trouille bleue de ce qui se passe, d'avoir cette responsabilité entre les mains. Est-ce que c'est une réflexion de comment on pourrait résoudre ce problème ? Il y a des réflexions en cours, ouais. Okay. Après, des réponses qui vont bien, là-dessus on verra, mais il y a des réflexions. Du semi-custodial. Alors, c'est pas forcément du semi-custodial. Je veux dire, ça pourrait être des services de sauvegarde, je veux dire, qui sont utilisables sous certaines conditions, etc., qui vont faire du shamir, qui vont faire en fait du backup découpé de la clé de telle sorte qu'aucun des custodians des morceaux de clé soit capable de pouvoir agir. Donc, il y a des moyens, de faire ça, tout en conservant l'interopérabilité des 24 mots. Mais j'ai envie de dire, c'est une réflexion en cours.
Réflexion en cours aussi, comment tu vois toi, du coup on part un peu plus sur Bitcoin, on met Ledger de côté, est-ce que tu as le temps de suivre les développements sur les protocoles, enfin sur le protocole principal, les BIP, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse toujours, si je puis dire? Tu as le temps? Parce que Alors pour te dire, très occupé. pour être super honnête, c'est quelque chose que je suis d'assez loin aujourd'hui, les développements sur Bitcoin, parce que bon, voilà, je veux dire, ça reste des trucs qui vont être de plus en plus spécialisés quand même, et de plus en plus spécifiques. On a la chance d'avoir des gens qui font ça très bien pour nous, chez nous, je veux dire qu'on a recruté d'ailleurs juste pour ça. On a des ingés qui bossent spécifiquement sur Bitcoin, notamment sur le firmware. Aujourd'hui, si vous regardez la nouvelle application Bitcoin, on a en fait le support le plus avancé des features de Bitcoin de tous les hardware wallets. Là-dessus, j'ai pas honte de le dire. Enfin, le support de Miniscript, notamment, on va vraiment commencer à travailler sur des choses qui vont permettre de vérifier de la manière la plus souple possible les opérations qui sont faites. Mais c'est pas quelque chose que je suis moi-même personnellement de manière précise. Est-ce que vous, chez Ledger, vous participez, vous financez le développement de Bitcoin? Est-ce que vous avez un système de partenariat, de dons, etc. à des développeurs qui travaillent, eux, sur Bitcoin Core ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous participez à la consolidation du protocole? Parce que bon, c'est toujours une des questions extrêmement compliquées avec l'open source, c'est comment les développeurs gagnent leur croûte. Ouais, non, clairement, c'est des choses, on réfléchit justement à comment on va pouvoir le faire de manière efficace. Je veux dire, on était dans un groupe... Sans être accusé, forcément, parce que je te coupe, sans être accusé justement d'influencer l'orientation du on a protocole. pu voir ce qui pu se passer avec Blockstream à l'origine, hein, c'était quand même toujours que des développeurs de Bitcoin, qui ne veulent d'ailleurs que le bien de Bitcoin, hein, voilà. Pour les gens qui nous écoutent, salut Emilien, tout ça, non, pardon. Voilà, ouais, on réfléchit, je veux dire, on a déjà financé des groupes de standards, on aide déjà des choses à se mettre en place, mais effectivement, moi j'aimerais bien qu'on puisse de manière plus, je dirais, pragmatique, mettre directement des développeurs à disposition et puis pouvoir travailler comme ça sur des standards qui sont revus par tout le monde, mais surtout en répondant à des problématiques qui sont compliquées, parce que je pense que là où nous on peut apporter de la valeur ajoutée, hein, c'est pas non plus en donnant juste des bras, mais ça peut être en étant sur des sujets où on a vraiment des problèmes où on a de la valeur ajoutée. Alors là, je pense à de la cryptographie, je pense par exemple à des implémentations hardware, enfin à faire avancer des standards là-dessus. Je pense qu'on a probablement plus de valeur ajoutée sur des trucs qui sont comme ça importants. Donc tu vois, par exemple, quand tu regardes aujourd'hui une sous-partie de Bitcoin, la lib SecP 256K1, quoi, c'est la librairie de cryptographie de Bitcoin, voilà, standard, elle a mis la barre super haut, je veux dire, pour toutes les librairies de cryptographie, y compris les librairies de cryptographie commerciale que les gens achètent de manière traditionnelle. Donc, et en même temps, c'est super compliqué de venir rentrer là-dedans. Je veux dire, aujourd'hui, il y a, en gros, c'est Peter Villa, Greg Maxwell et Andrew qui ont tapé là-dedans, mais je pense pas qu'il y a d'autres gens qui ont tapé là-dedans. Donc là où je verrais vraiment, je pense, un intérêt qui serait constructif plutôt que de juste lancer de l'argent à gauche à droite, c'est si on arrivait à aider sur un sujet qui est super, super précis comme ça et où on puisse apporter de la valeur. Donc, on va voir ce qu'on va réussir à faire, mais moi j'ai quelques idées et d'autres personnes ont aussi quelques idées chez nous. Tu es là depuis 2012, du coup tu as vu Bitcoin enfant, adolescent. Voilà, j'ai vu pas mal de choses. Comment il évolue le jeune homme? Moi, je suis très agréablement surpris, j'ai envie de dire, par l'utilisation qu'on en fait. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça aujourd'hui, parce que dans nos pays occidentaux, on va même plutôt avoir l'impression que ça stagne complètement et qu'il se passe rien. Enfin, désolé, mais quand on regarde concrètement, voilà, on a tenté des expérimentations, nous, passage du Grand Cerf, tout ça, c'est pas vraiment florissant. Par contre, quand on regarde ce qui se passe en Argentine, ou quand on regarde ce qui se passe en Amérique du Sud, etc., là, on voit que, d'un seul coup, voilà, il y avait un vide, et ce vide, il a été adopté, quoi. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, ça marche. Bitcoin, effectivement, qui est quand même la crypto-monnaie phare, elle est bien adoptée, les gens s'en servent, je veux dire, il y a des utilisations, j'ai envie de dire, dans la rue. Donc ça, c'est super impressionnant de voir ce chemin qui a été fait par, au final, un protocole qui est aussi jeune, quoi. Et du coup, Lightning, ton avis sur Lightning
d'avenir, mythe ou réalité? Bah, Lightning, moi je me considérais assez dans les sceptiques Lightning en prod, parce que je suis moi en fait ce qui me fascine dans Bitcoin, enfin ce qui m'a fasciné dans Bitcoin au démarrage, c'était vraiment sa simplicité, quoi. Je considère que Bitcoin c'est super simple. Moi j'adhère complètement au mythe, enfin pas au mythe, mais au dogme, je dirais, de développement de Bitcoin qui sont de dire, on fait les choses compliquées pour une raison précise. Alors aujourd'hui, désolé, je prends un exemple, mais le développement de Segwit, par exemple, l'intégration de Segwit, on peut dire ça aurait été beaucoup plus simple de le faire en hard fork, ce qui est probablement vrai, mais l'intérêt de le faire en soft fork, c'est qu'on a garanti que le réseau ne pourrait jamais diverger. Donc tous ces aspects-là, je veux dire, tous ces aspects de complexité, pour moi, sont clairs, je comprends pourquoi ils sont là, et tout le reste est divinement simple. Enfin, je trouve que vraiment la proof of work c'est simple, ouais. Bitcoin c'est simple, et c'est ce qui fait aussi sa valeur et sa sécurité. Ouais. Voilà. Alors par-dessus, on va rajouter des trucs comme Lightning. Lightning, moi, ça me parle moins. Ça me parle moins parce que je trouve que c'est plus complexe. Les problématiques de sécurité sont très différentes. Les problématiques de ce qui va se passer en prod sont très différentes. Comment est-ce qu'on fait pour garantir que Lightning va toujours marcher typiquement dans un environnement dit adversarial, c'est-à-dire quand on essaie de le casser? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, déjà, on voit que sur l'équilibre des routes, c'est un petit peu compliqué. On ne veut pas avoir de hub qui soit plus gros qu'un autre. Enfin, conserver tout ça d'une manière décentralisée, efficace, etc., ça me paraît complexe. Donc moi, ça m'attire moins parce que je trouve juste que c'est compliqué en fait. J'aime bien les trucs simples. Et sur Ledger, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'application Lightning sur Ledger Live. Enfin, par exemple. Non, mais on y pense. Okay. Ouais, on y pense. Nous là-dessus, enfin, la première chose la plus simple, ça serait de dire, comment est-ce qu'on fait pour déjà mettre des assets dans Lightning et puis ensuite les utiliser, donc sans nécessairement avoir de hardware wallet sur la partie Lightning. Et après, comment est-ce qu'on peut avoir une intégration un petit peu plus profonde. Donc ça peut être comment est-ce que éventuellement on pourrait avoir des apps décentralisées, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Ça va être aussi un petit peu l'autre question. Ça va trouver un marché, quoi. Ouais. Voilà, donc mais on n'est pas, enfin je veux dire, on n'est clairement pas fermé là-dessus. Et est-ce que du coup il y a d'autres applications, il y a d'autres choses dans l'écosystème sur lequel tu portes un regard particulièrement intéressé? Genre on parlait du Zero Knowledge Proof, est-ce qu'il y a des choses comme ça hors Bitcoin? Sur la cryptographie, mais même j'ai envie de dire, même sur la cryptographie, sur Bitcoin, aujourd'hui il y a eu des gros débats justement sur les covenants. Enfin, les covenants, l'idée c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir des scripts qui vont verrouiller par exemple la façon dont on va pouvoir les utiliser, la consommation. Un des derniers BIP, un des derniers improvements proposals sur le protocole de Bitcoin. Mais c'est super vieux en fait. Enfin, je veux dire, les covenants, c'est des choses cryptographiques dont on discute depuis, je sais pas. Enfin, par exemple, c'est dans Liquid depuis. Donc Liquid, c'est le sidechain de Blockstream. Voilà, une sidechain de Blockstream qui pourrait être ce que serait Bitcoin dans quelques années, si je veux dire, on réfléchit à quelques améliorations de protocole qui sont un peu moins conservatrices que les améliorations qui sont poussées aujourd'hui. Mais en fait, juste ça, aujourd'hui, on peut faire déjà plein de trucs avec des covenants. Donc, il y a notamment un projet qui me vient en tête qui tournait sur Liquid, qui s'appelle Bitmatrix, si ma mémoire est bonne, qui est un automated market maker qui tourne en fait sur Bitcoin. Donc, il y a des extensions d'opcode pour pouvoir faire des covenants, mais au final, on peut faire des AMM sur Bitcoin. Donc, tout ça pour dire, voilà. De nouveau, avec ton regard de magicien, par exemple, la DeFi sur Bitcoin, des applications aussi complexes qu'on a actuellement sur des blockchains EVM, donc des blockchains comme Ethereum, pour parler simplement. De nouveau, mythe ou réalité? Comment tu vois la chose dans le futur? Déjà, alors, on va réfléchir à ce qui va rester de la DeFi, parce qu'aujourd'hui on a connu mais j'ai envie de dire, on a connu la DeFi en bull market, c'était assez facile, il y a plein de protocoles qui sortent partout, il y a du yield dans tous les sens, c'est plus dur de générer du yield quand on est en bear market. Donc les applications pour moi simples de la DeFi, vraiment extrêmement simples de la DeFi, on peut les faire déjà, comme je te disais, sur du Bitcoin et des covenants. Donc des AMM, on peut le faire avec des covenants. Aujourd'hui, il y a un mec, je sais pas, il y a des gens qui vont me dire oui, mais par exemple avec RGB, etc., on peut peut-être faire plein d'autres choses. Alors j'ai dit, mais là encore une fois, vision personnelle, j'ai dit que je trouvais Lightning compliqué, alors je te laisse imaginer ce que je vais dire de RGB, voilà. Mais mon autre problème quand même avec Bitcoin, c'est que si on regarde que la DeFi, au final, ce qui est intéressant dans la DeFi, c'est ce qu'on appelle les DeFi légaux, c'est-à-dire c'est la composition des protocoles. De toute façon, tout ce qu'on va essayer de faire sur Bitcoin, ça va être shardé. Enfin, ça va être shardé au sens, on va pas vouloir faire justement des choses qui s'intègrent les unes avec les autres, puisque c'est pas dans la logique de Bitcoin. Et dans la logique de tout ce qu'on veut faire en off-chain, aujourd'hui sur Bitcoin, c'est quand même des îlots de protocoles.
Donc je pense pas qu'on réussira à faire de la DeFi interconnectée comme on a pu l'avoir sur Ethereum. Ce qui fait quand même pour moi les 3/4 de son intérêt. C'est-à-dire qu'une fois si on enlève l'aspect connecté de la DeFi, si on enlève les money market, etc., ben ouais, il reste les AMM, quoi. Donc, mais c'est très bien d'avoir un AMM, c'est juste, voilà, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la DeFi. Enfin, moi, personnellement, le truc qui me fascine dans la DeFi, mais ça c'est peut-être mon aspect, de gars qui aime bien la sécurité, c'est les flash loans. Les flash loans, c'est génial. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que ça dit? Le concept du flash loan, c'est de pouvoir avoir la capacité de prendre en fait toute la liquidité d'un protocole et de l'utiliser dans une transaction, si cette transaction est réussie. Donc on a le droit de faire tout ce qu'on veut dans la transaction. L'idée c'est de dire voilà, on va payer une petite fee ensuite on va emprunter énormément de liquidité. On va payer une petite fee pour pouvoir l'emprunter et ensuite on imagine qu'on a cette liquidité. Donc on imagine qu'on est super riche le temps de l'exécution d'un bloc et on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on rembourse. Voilà. Dans ce laps de temps. Dans ce laps de temps, voilà. Et ce qui est absolument fascinant pour moi, parce que ça ouvre de nouvelles classes d'attaque. Moi, désolé, je suis comme un gamin, dès que je vois une nouvelle classe d'attaque, je suis super content. Ouais, tu ouvres une brèche espace-temps. Ouais, mais en même temps, c'est génial, parce que ça veut dire, d'habitude, c'est très compliqué à mener ce type d'attaque, puisqu'il faut trouver quelqu'un qui soit à la fois très doué très techniquement et qui ait beaucoup de capital. Le flash loan a donné la possibilité de dire, ok, on veut tester la robustesse d'un protocole. Là, je parle côté white hat, hein, évidemment, il y a des mecs qui vont faire ça pour voler de l'argent, le vol c'est mal, donc ne le faites pas. Mais côté white hat, c'est génial. Donc voilà, des bons hackers, des gentils hackers. Voilà, c'est ça. Donc on peut tester des trucs sans avoir le capital. C'est top. Je veux dire, n'importe qui peut dire, hop, on va être capable de faire ça. Et alors, pardon, pour revenir... Désolé, hein, je fais un peu des fois du back and forth sur les questions. Donc pour revenir sur Ledger au départ. Sur les questions, non. Pour revenir voilà, sur les technos qui m'intéressent, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est cryptographie nouvelle m'intéresse beaucoup, parce que je considère que les crypto-monnaies ont permis justement un essor de la cryptographie qui est absolument fantastique. Enfin, avant les crypto-monnaies, je veux dire, on était vraiment sur de la crypto à papa, j'ai envie de dire, qui était arrêtée peut-être dans les années 80, voire encore avant. Bon, il faut voir que les protocoles qu'on a aujourd'hui sur les preuves zero knowledge, enfin les preuves zero knowledge les plus intéressantes, hein, donc celles qui vont permettre de prouver des programmes complets, en fait, pas juste... Donc t'es plutôt côté optimistique ou... Ah non, je suis côté... Ouais. non, je suis pas trop optimistique roll-up, ouais. Je suis plus sur les ZK roll-up, okay, personnellement, mais le côté, je dirais, voilà, le côté pouvoir prouver des exécutions de programmes complexes. Donc, parce que quand tu regardes les preuves zero knowledge, bon, ben, tu peux regarder tout l'historique que tu as. Hein. Au début, tu as commencé à prouver des choses très simples, des hashes. Ensuite, on peut prouver des ranges. Tu vois, c'est ce qui est utilisé dans Monero, dans Liquid, etc. Et maintenant, l'idée de ces nouveaux roll-ups, c'est de dire on peut prouver des exécutions de programmes plus ou moins de complexité arbitraire. Ouais, c'est ça. Okay. Et de se dire ça, et de se dire que ça marche, et de se dire que ça scale, c'est génial, parce que ça a des implications sur toutes les chaînes. Je veux dire, ça pourrait avoir des implications sur la synchronisation de Bitcoin, pour permettre de faire des espèces de... Je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent du coup à la preuve, d'avoir la blockchain Bitcoin compactée dans un roll-up. Non, et tout à fait. Du coup, d'avoir juste une preuve de la véracité. Mais ça a vraiment des intérêts partout. Et ça, pour moi, c'est... Ouais, et ça, c'est un peu... Beaucoup de gens disent que c'est grâce à la crypto. Enfin, les avancées qu'il y a eu dans ce secteur-là, c'est parce que du coup, il y y avait une incentive, une motivation financière à développer ces projets. Une citation que j'avais bien aimée comme ça un coup quand j'étais allé voir une conférence de crypto dans la crypto. Donc c'est très clair comme phrase. C'était une chercheuse qui nous expliquait que voilà, avant la crypto-monnaie, c'était un peu sa vie était un peu triste parce qu'elle publiait une thèse et puis que 2 ans après personne ne regardait sa thèse. Et que depuis il y avait la crypto-monnaie, elle publiait un draft de sa thèse et 6 mois après il y avait un coin qui l'utilisait. Alors on peut peut-être trouver un milieu entre les deux, mais en tout cas, ouais, clairement, ça a vraiment permis de rendre populaires les nouveaux protocoles. Tu parlais de complexité, il y a un protocole qui est particulièrement complexe, c'est Ethereum. Ouais. Pareil, moi j'aime beaucoup avoir l'avis des personnes expertes, avec beaucoup d'expertise technique. T'en fais partie. Quel est ton regard ? Je veux pas que tu te fasses aucun ennemi aujourd'hui sur le podcast, mais du coup, par exemple, sur Ethereum 2.0, le meilleur. Ouais. Quel est ton regard d'expert et d'ingénieur ? Déjà, Ethereum 2.0, j'ai envie de dire, ça n'existe plus vraiment, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de... Voilà, c'est le passage, c'est juste changement d'un algorithme de consensus pour passer du proof of work au proof of stake, hein, au final. C'est principalement ça. Moi, ce que j'aime bien, je veux dire, sur Ethereum, c'est surtout la simplicité, au final, la simplicité de création. Donc, le protocole en lui-même ne
ne va pas être simple, mais par contre, n'importe qui peut essayer quelque chose. Et de ce n'importe qui peut essayer quelque chose, aujourd'hui, on a vu quand même pas mal de trucs intéressants se créer. Je veux dire, un protocole comme Tornado Cash, par exemple, pour la privacy, c'est plutôt intéressant. Les AMM, enfin, c'est pas un AMM, mais bon, les protocoles qui te permettent, par exemple, d'échanger entre stablecoins en limitant le spread le plus possible, comme Curve, c'est super intéressant. Il y a des choses, je veux dire, qui sont arrivées parce que, justement, cette idée d'être stateful versus Bitcoin qui est complètement stateless, ça apporte des choses. Après, est-ce que c'est bien? Je veux dire, on va voir à l'usage, mais j'ai envie de dire, bon, après, il faut utiliser, pour moi, ma vision, c'est pour dire, c'est vraiment d'utiliser les bons outils au bon endroit, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je veux de la monnaie stable, fixe, en tout cas de la monnaie sound money, voilà, je prends Bitcoin. Là, il n'y a pas, je veux dire, voilà, pas trop à se poser de questions. Je veux faire des expérimentations, je veux tester des trucs qui ont leur intérêt, hein, complètement. Je veux dire, je vais pas cracher dessus. Je prends Ethereum, je prends Cosmos, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait la publicité comme ça, j'aurais fait la publicité des autres chaînes que je regarde à part Bitcoin. Okay. Bon, mais clairement, le reste, je regarde pas vraiment. Hein. Et à la base, si on revient vraiment. Aux origines, quand toi, en 2012, tu as été attiré par Bitcoin, du coup, c'est bien évidemment l'élément technique, mais est-ce que c'était aussi l'élément idéologique, c'était aussi l'élément politique? Est-ce qu'il y avait autre chose ou c'était vraiment purement le code qui t'a attiré vers Bitcoin je veux dire, c'est principalement quand même le code qui m'a attiré et de me dire, ça y est, j'ai enfin trouvé un problème qui correspond, j'ai enfin trouvé un problème pour ma solution, ce qui peut paraître être un peu bizarre comme façon de penser, mais bon, voilà. Mais non, l'aspect idéologique de dire que tout le monde peut détenir, tout le monde au final redétient son argent, je trouve ça extrêmement fort. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire même, tu vois, on a moins de yield, etc. Ou une banque pourrait offrir plus de yield, par exemple, que ce qu'on va avoir sur Ethereum, c'est probablement vrai, surtout dans une période de remontée des taux, je veux dire, voilà, on va être quand même, on va redéfinir un petit peu aussi les services bancaires qu'on peut avoir. Par contre, on n'aura jamais la transparence, en fait. Donc même si on dit aujourd'hui, on gagne plus, au final, à garder son argent à la banque que de la jouer dans les protocoles crypto, au final, on peut tout vérifier, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que dans un protocole crypto, on a le moyen si on se donne la peine, ou justement, si on prend des partenaires qui vont être capables d'envoyer les bonnes infos, les preuves de réserve. Voilà, les bonnes infos au bon moment, on est capable de comprendre tout ce qui se passe. Donc, ça fait quand même une différence fondamentale pour moi avec, aujourd'hui, le manque d'éducation économique générale qu'on peut avoir et le bandeau dans les yeux qu'on se met dès qu'on met de l'argent à la banque. Ouais. Voilà, parce que la banque, au final, c'est pas ce qu'elle fait. Donc, personne ne peut regarder ce qu'elle fait, elle va avoir une garantie assez molle qu'elle va se comporter correctement, et la différence justement de toutes les blockchains, c'est qu'on peut avoir la garantie aussi forte qu'on le souhaite. C'est juste qu'en France et dans un certain nombre de pays européens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bank run. Quand tu disais qu'il y avait un taux de pénétration en Argentine, au Liban, au Nigeria, etc., eux, ils savent ce que c'est qu'une banque qui fait faillite ou qui est illiquide, et donc ils comprennent l'intérêt des cryptos. Ou des monnaies parallèles, bien sûr, ils savent que derrière ils vont prendre quelque chose qui va être similaire, je dirais, au système qu'ils ont aujourd'hui, et qui va en plus leur donner la simplicité de transfert, parce que c'est quand même c'est quand même plus simple d'envoyer du Bitcoin que d'envoyer de l'or par Internet. Ouais. Là, on tourne le 14 juin, donc on avait Gonzague Grandval juste avant. Le marché saigne. Toi, tu es là depuis 2012, donc tu en as vu des vertes et des pas mûres. Comment tu gères Je suis super paisible parce que moi, je suis pas trader, je suis pas. C'est ça. Donc, ça t'affecte plus. T'es complètement maintenant immunisé. Non, mais j'ai envie de dire, moi, je vois ça. Moi, j'attends juste un feu d'artifice quand même, parce que je pense qu'il y a une énorme différence par rapport à 2017 où on était essentiellement sur du retail et des trucs pas super interconnectés. Il n'y a pas vraiment de DeFi, il n'y a pas vraiment de choses comme ça. Je pense que là, quand même, on a des potentiels de feu d'artifice qui sont assez impressionnants. On a des protocoles qui sont. Tu dis au niveau utilité, par exemple des curves, etc. Tu disais, non, c'était plus feu d'artifice au sens catastrophe massive. Feu d'artifice mais là, je me place négatif. Je me place juste avec. Désolé, toujours avec ma vision un petit peu de gars qui regarde de la sécurité. Mais quand on a plein de choses qui sont interconnectées, avec des collatéraux qui sont verrouillés, avec des passerelles partout entre les protocoles centralisés, quand tu tapes décentralisés, un domino, etc. tout tombe, oui, voilà. Je pense qu'on a. Moi, c'est pas une prédiction, mais je pense qu'on n'a pas vu grand-chose encore. On n'a pas vu de gros trucs qui tombent encore. Là, on a vu des petites choses. On a vu du Luna, mais bon, Luna, de base. C'était 40 milliards quand même. Ouais, mais j'ai envie de dire Luna de base. Voilà quoi. Quand on regardait, c'était. Je pense que c'était assez clair que ça allait pas super bien finir. Après, il y avait effectivement plusieurs phases de pas super bien finir avec plusieurs scénarios possibles, mais ça paraissait pas quand même grandiose. Là.
avec les interconnexions qu'on a, avec des choses qui sont verrouillées dans la DeFi, qui sont très dures à sortir, etc. Et même les questions qu'on se pose sur, par exemple, les questions qu'on peut se poser sur la liquidité des stables, du liquid staking aujourd'hui, qui, quand on regarde, je veux dire, techniquement parlant, il n'y a pas de problème, il y a juste... par contre, le marché peut créer des problèmes, justement. C'est toutes ces interactions-là que je trouve super intéressantes à regarder en observateur. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y aura une vraie purge, du coup. C'est-à-dire que si... non, mais dans le sens où c'est un événement naturel, c'est le hasard sauvage, oui, complètement, tout sort et émerge, et au bout d'un moment, il faut qu'on fasse le ménage pour que le plus fort reste. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de trucs surévalués quand même. Hein. Enfin, ça vaut dans beaucoup de classes d'actifs. Et personne ne va venir sauver Curve, en gros. Si Curve a mal fait son travail, si Curve n'est pas fiable, Curve sombrera. Je parle pas de Curve. Je parle pas de Curve. Désolé pour l'équipe de Curve, ça c'est juste un exemple. Mais en gros, la Banque centrale, la BCE, ne viendra pas bail-out Curve, et c'est bien. Non, c'est bien comme ça. J'ai envie de dire, ça sera même l'inverse. On aura plein de gens qui utiliseront ça pour derrière nous taper sur le dos. Enfin, on peut voir aujourd'hui avec la régulation. Je veux dire, on leur a fourni des armes pour nous taper sur le dos pendant une dizaine d'années, juste avec Luna, quoi. Donc. J'ai envie de te poser une dernière question, ça fait longtemps qu'on l'a pas posée à quelqu'un, mais toi, elle a, je pense, une signification toute particulière. Si tu rencontrais Satoshi Nakamoto, qu'est-ce que tu lui dirais ? D'abord, merci pour tout. Non, puis voilà. Et puis désolé pour ceux qui font des gros blocs, ils n'ont pas compris. Non, je sais pas. Non, ça me paraît pas mal, ça. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment super intéressant et j'espère à très bientôt sur Grand Temps Crypto. Merci. À bientôt. Merci à toi. Salut.